Mentoring, l'expérience en partage. Le contexte n'a jamais été aussi porteur pour le développement professionnel des carrières féminines et de nombreuses initiatives ont été prises, sont prises, ou seront prises d'ailleurs, et durablement, pour développer ces carrières-là. On peut citer comme exemple la BPI, la Banque publique d'investissement, qui a élaboré une charte sociétale de 4 piliers. Et le deuxième pilier est consacré intégralement à l'entrepreneuriat féminin. Entrepreneuriat au sens large, c'est peut-être une auto-entrepreneur, c'est peut-être une création de start-up, c'est peut-être une prise de responsabilité, une évolution professionnelle importante. L'entrepreneuriat est un vocable très général qui a pour vocation à regrouper tous les types d'évolutions professionnelles déterminants que les femmes peuvent réaliser au cours d'une carrière ou à un moment donné. On peut citer aussi l'exemple de France Invest. France Invest, c'est l'association professionnelle des sociétés de gestion de capital investissement qui a élaboré une charte de la parité qui est considérée comme l'un des meilleurs exemples, très engageants, de chartes qui permettent d'aller vers un équilibre normal et important entre hommes et femmes à la tête d'organes de direction, alors que dans le monde du capital investissement, il doit y avoir à peu près 5 ou 10% de femmes seulement qui sont à la tête de ces entreprises. D'ailleurs, cette France Invest est présidée par une femme. Dans les entreprises, beaucoup de formations ont été développées, de programmes d'assessment, de programmes de dirigeants pour développer la carrière professionnelle des femmes. Et il existe évidemment beaucoup de business clubs, soit 100% féminins, soit mixtes, hommes-femmes, destinés à regrouper toutes celles et tous ceux qui veulent se pousser et oser aller vers la prise de responsabilité et vers l'entrepreneuriat. L'évolution de l'économie numérique, l'évolution vers la transition énergétique, le développement de la RSE, responsabilité sociale et environnementale, sont aussi des thématiques et des élans dans la vie économique qui sont très favorables aux femmes en termes de carrière, de prise de responsabilité, dans lesquels on voit la nécessité de beaucoup d'engagement et de beaucoup de prise de corps et de responsabilité. Alors, face à ce contexte, les besoins de réflexion professionnelle, ils sont nombreux et croissants. Que ce soit des arrêts photos à un instant T sur sa carrière ou sur sa vie professionnelle, pour se demander si ce qu'on fait est conforme à ses valeurs, est conforme à son équilibre de vie, privé et professionnel. La pandémie a beaucoup accéléré d'ailleurs ces prises de conscience, de moments d'arrêt sur sa vie professionnelle pour se demander quel est le vrai parcours qu'on a envie de mener par rapport à celui qu'on mène aujourd'hui et est-ce que tout ce qu'on fait est exactement conforme à ce qu'on a envie de faire, à ce qu'on est réellement. Et parfois on a des surprises, même des décisions inattendues, où on s'aperçoit qu'il y a des personnes, et peut-être plus de femmes d'ailleurs que d'hommes, qui osent se poser ces questions-là, qui se demandent quel est le positionnement qu'elles ont aujourd'hui et qu'est-ce qu'elles veulent faire demain et dans quel sens elles veulent évoluer. Donc toutes ces réflexions sur la vie professionnelle sont des réflexions qui montent en puissance, qui sont assez répandues et en tout cas que la pandémie a beaucoup provoqué dans pas mal de situations parce que cet arrêt de la vie pendant un temps a poussé certaines personnes à se poser les bonnes questions et à remettre en cause parfois de manière très radicale le parcours qu'elles avaient entamé. Alors face à ce contexte et à ces besoins, le mentoring, sur lequel je vais vous donner quelques éclairages, est une réponse qui est très adaptée. Ce n'est pas la seule réponse. Vous avez ici sur ce salon plein de solutions d'accompagnement individuel qui sans doute sont également de bonnes réponses. La bonne réponse, elle est fonction de ce qu'on recherche, elle est fonction de l'objectif qu'on poursuit, elle est fonction du type et de la qualité d'accompagnement qu'on souhaite. Le mentoring, en fait, c'est le fait qu'un mentor, donc quelqu'un qui a l'expérience, j'en parlerai plus tard, se met à la disposition d'une personne pour partager son expérience professionnelle, pour créer un échange, pour faire une sorte d'effet miroir qui va permettre à la personne qui va être mentorée, on dit menti ou mentorée, de pouvoir être accompagnée dans un climat de bienveillance, d'écoute, de respect, de partage, et au cours duquel, sur une durée qui peut être de quelques mois jusqu'à une année, parfois même plus longtemps, qui peut l'amener à bénéficier de l'expérience acquise par son mentor dans des situations parfois analogues, parfois qui ne sont pas forcément analogues, mais dans lesquelles le mentor estime qu'il a une expérience ou une compétence qui peut apporter une valeur ajoutée.
C'est la grande différence, et la principale d'ailleurs, entre le mentoring et le coaching. Le coach, il est traditionnellement en position dite basse. C'est-à-dire, il vous pose des questions, il vous accompagne par rapport à l'objectif que vous avez fixé, que vous lui avez annoncé. Il ne s'implique jamais et il ne vient jamais apporter sa propre expérience, ce n'est pas du tout son métier. Il est là pour, par son questionnement, vous faciliter la progression et l'atteinte de l'objectif. Le mentor, au contraire, il vous fait bénéficier de son expérience professionnelle. Alors évidemment, il appartient au mentor de refuser des accompagnements s'il considère que sa propre expérience ne pourra rien apporter d'intéressant à telle ou telle personne ou tel projet. Mais quand on est dans des parcours professionnels, dans des contextes professionnels, c'est assez fréquent qu'il y ait des analogies par rapport à des temps vécus, par rapport à des carrières menées, des échecs, des réussites, etc. Tout ce qu'on peut rencontrer tous dans une carrière et dans une vie professionnelle. Dans le mentoring, en fait, il est un partage qui va permettre aussi de révéler le potentiel de la personne qui est accompagnée, de relever des défis, de pouvoir révéler aussi l'intelligence créatrice et en fait, assez souvent, de renforcer la confiance en soi, d'oser être soi-même et de développer cette capacité à entrer dans l'action et à atteindre des objectifs qu'on a envie d'atteindre et de voir une sorte de plénitude dans sa vie professionnelle. Alors, qui dit partage d'expérience via le mentoring, dit évidemment expérience. Donc, je vais vous dire quelques mots de ma propre expérience. J'ai fait une carrière principalement dans la finance, plutôt dans des grands groupes, différentes entités, mais dans des grands groupes, dans la banque d'affaires internationale, dans la banque de détail, dans l'asset management, la gestion de capitaux, dans des situations, des positions de développement commercial, de ressources humaines, de direction stratégique et à la fin de direction générale au sein de comités exécutifs, tant en France qu'en Europe ou en Asie. Et j'ai rencontré, au cours de ces expériences, j'ai rencontré en fait plein de problématiques extrêmement différentes, parfois multiculturelles, parfois monoculturelles, mais des enjeux de ressources humaines, des enjeux de développement opérationnel, développement commercial, parfois des échecs, souvent, j'espère, des réussites. En tout cas, c'est tout cet élément que je mets à disposition de celles qui peuvent être intéressées par une problématique de réflexion, de développement d'un projet pour lequel mon expérience peut être intéressante. Alors, quelques exemples pour illustrer, peut-être les exemples qui sont les plus parlants. Gwenaëlle, une femme qui est dans le monde de la banque au Luxembourg et qui un jour me rencontre à l'occasion d'un forum international et qui me dit « J'ai un projet radical, c'est quitter ce monde de la finance et développer au sein d'une organisation internationale, plus précisément la FAO, qui est l'organisation dédiée à l'agriculture et à la nourriture, à l'alimentation, développer un projet de lutte contre la malnutrition en Afrique de l'Ouest. » Donc effectivement, c'est un changement radical et son idée était non seulement de développer le projet, mais d'intégrer cette organisation internationale en portant ce projet et en espérant être parmi celles qui allaient être responsables de ce projet. Elle l'a fait, ça a été long, ça a été un peu compliqué, mais elle avait besoin à un instant T d'un regard et d'un appui qui lui permettent de confronter son projet, de vérifier sa faisabilité, d'avoir un peu aussi accès à des réseaux, à des networks qu'elle n'avait pas. Il se trouve que j'en avais certains, mais pas tous, donc elle avait besoin d'un environnement beaucoup plus large. Vous savez, quand on parle à quelqu'un, il donne un contact, il donne un contact, il donne un contact, et à la fin, c'est comme ça qu'on fait du networking et qu'on finit par avoir un réseau très important, et si on sait l'utiliser, qui peut être très efficace. Un autre exemple, Catherine, qui venait d'une entreprise, d'une caisse primaire d'assurance maladie, avec une grande expertise en excellence opérationnelle, qui est recrutée par une autre entreprise pour cette compétence-là. Et elle s'aperçoit une fois, ayant intégré cette nouvelle entreprise, que cette entreprise a un corps social, une culture extrêmement fermée aux personnes qui viennent de l'extérieur. Et n'arrivant pas à faire passer ces idées pour lesquelles elle avait été recrutée, elle a considéré que c'était elle qui faisait l'objet d'un refus et non pas les idées. De plus, elle était de peau noire et elle considérait doublement qu'il y avait une sorte de rejet de sa personne. C'était évidemment pas le cas du tout. Mais il a fallu reprendre la compétence qu'elle avait, comment elle exprimait, comment elle la proposait, comment réagissait le corps social auquel elle faisait face, comment on pouvait passer dans un jeu d'entreprise, dans les interstices,
pour essayer d'avancer et de trouver des solutions. Il s'est trouvé ensuite que son patron d'équipe a bougé dans le groupe et qu'elle a pu se porter candidate, du coup, avec cet accompagnement à cette responsabilité. Un autre exemple peut-être, masculin celui-là, Michel, qui était un de mes anciens collègues qui avait quitté l'entreprise dans laquelle il travaillait avec quelques difficultés. Il a eu longtemps un temps de chômage, et puis il a in fine créé une start-up dans la FinTech, et il a souhaité que je l'accompagne pour parler business plan, pour parler cible de marché, pour parler client, pour parler finance, un peu tout ça. Donc voilà encore un autre exemple. Un dernier exemple qui est dans votre région, dans le Pas-de-Calais, une femme médecin généraliste, Florence, qui est en fin de carrière, qui, après avoir passé des années et des années de travail acharné de 7h du matin à 21h dans son cabinet, enfermé dans son cabinet avec ses patients, se dit il faut que je me fixe un défi, un challenge, il faut que j'arrive à préparer mon après, quand je prendrai ma retraite, et que je développe des qualités que je n'ai pas l'impression d'avoir développées dans mon activité professionnelle. Et elle s'est fixée comme objectif de faire le rallye des gazelles pour se lancer dans une aventure personnelle, physique. Elle avait un besoin, m'exprimait-elle, de perdre beaucoup de poids, elle avait un besoin de se mettre un peu en situation de nouveauté. Et pour ce défi, qui a priori est assez simple sur le papier, elle n'avait aucune idée, il fallait qu'elle trouve des sponsors, des entreprises qui lui apportent quelques euros pour financer son projet. Elle n'avait aucune idée de comment elle pouvait contacter une entreprise, qu'est-ce qu'elle pouvait raconter à une entreprise, comment elle pouvait le raconter, comment elle pouvait passer un coup de fil à un patron de PME ou d'entreprise pour obtenir un rendez-vous, comment elle pouvait faire un dossier, etc. etc. Bon, ça, c'était une partie qui était simple pour moi parce que c'est ce que je connaissais bien. En revanche, ce qui n'était pas simple, c'était d'arriver à la mettre en confiance pour qu'elle puisse faire cette démarche en se disant « j'ai une bonne chance de réussite » parce qu'on est tous pareils. On se dit qu'on peut le faire, mais entre se dire qu'on peut le faire et le faire, il y a parfois des réticences, il y a parfois la difficulté à passer le cap et à se prendre en main et à oser en se disant qu'on est aussi bon que les autres et qu'on a les mêmes talents et les mêmes compétences et que de toute façon, il faut y aller, on peut réussir. Donc ça, c'est la première partie de sa difficulté. Et la deuxième partie de sa difficulté, c'était de se demander comment elle pouvait faire ceci sans laisser tomber sa clientèle. Parce qu'elle était dans une région, dans une petite ville, où il y a assez peu de médecins généralistes, et elle avait l'impression que si elle partait, le temps de partir, ses clients n'auraient plus de médecins et seraient un peu abandonnés, et ça lui posait un sérieux problème d'éthique et puis de mode de fonctionnement. Bon, finalement, un remplaçant a pu être trouvé, etc. etc. Tout a pu s'organiser. Malheureusement, la pandémie est arrivée, le rallye a été annulé et il est reporté à quelques années plus tard. Bon, j'espère que le projet continuera. Depuis, elle a pris sa retraite et, d'après ce qu'elle m'a dit récemment, elle est parfaitement heureuse dans ses nouvelles activités. Elle a trouvé un remplaçant pour prendre son cabinet, ce qui est quand même très bien pour la population de cette ville dans laquelle toutes les situations ne sont pas faciles. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de votre écoute. Donc, ces quelques exemples viennent illustrer des situations qui sont extrêmement variables et tous les cas sont possibles si vous avez des projets de reconversion, d'auto-entrepreneuriat, d'évolution de carrière, de réflexion sur votre vie professionnelle. Et j'espère que vous avez bien saisi la différence entre le mentoring et le coaching ou d'autres formes d'accompagnement. Il y en a plein évidemment. Vous avez un bel exemple en bas dans le hall de tout ce qui peut exister. Je suis à votre disposition si vous avez des questions ou des réflexions. Merci. Une question merci pour cette présentation sur la partie mentoring dans votre expérience. Est-ce que finalement c'est beaucoup des gens que vous accompagnez vraiment en amont de leur projet en termes d'organisation ou aussi dans leur démarrage? Parce que moi je vois par expérience qu'il y a beaucoup de choses en amont qui sont faites pour aider à concrétiser le projet. Et en fait, une fois qu'on démarre, il y a des mois qui sont hyper importants en fait, et c'est plus pauvre entre guillemets, j'ai envie de dire, en termes d'accompagnement à ce moment-là, quand on est déjà dans l'aventure et qu'elle est toute nouvelle, et qu'en fait on est face à plein de questionnements qu'on n'a pas forcément fait en avant parce qu'il faut la vivre pour pouvoir l'ajuster, affiner en fait. Donc je voulais savoir vous dans votre expérience, dans le mentoring, parce que moi ça me parle. C'est peut-être plus riche en termes d'expérience à transmettre. Est-ce que c'est vraiment plus en amont, en fait aussi, sur des personnes qui sont dans leur projet
naissante, si je peux dire ça comme ça. Il y a un mot que vous avez employé, que j'aime bien employer, mais que je n'ai pas employé, je crois, c'est transmettre. C'est vrai que pour faire du mentoring, il faut avoir envie de transmettre ce qu'on a acquis, pas forcément ce qu'on sait, mais ce qu'on a acquis pratiquement. Alors, j'ai un exemple qui qui répond à votre question globalement, l'amont et l'après. J'accompagne en ce moment une Gabonaise qui vit à Libreville, donc grâce aux outils actuels, c'est facile de faire du Teams et autres, que j'ai rencontrée via une organisation que je vous signale qui s'appelle Women in Africa, qui est une organisation destinée à favoriser le networking entre femmes entrepreneurs en Afrique, mais aussi des artistes, des chercheurs, des professeurs, etc. Donc cette femme, elle a eu une idée de créer une entreprise qui facilite le paiement des salaires et des pensions de retraite pour des Gabonais qui sont dans des villes ou des villages où il n'y a pas de banque et où eux-mêmes n'ont pas de compte en banque. Donc aujourd'hui, ils vont, avec leur voiture, le bus, le vélo, je ne sais pas quoi, chercher leur argent dans une ville où il y a des banques. Donc vous voyez le risque de sécurité, le temps de transport et le coût que ça peut représenter pour des gens qui parfois évidemment ne sont pas fortunés. En revanche, dans tous les villages gabonais, il y a des distributeurs de monnaie, des cash dispensers. Donc elle a inventé un système par le mobile, parce que les Africains sont beaucoup plus équipés en téléphone mobile que les Européens. Et avec le mobile, via un SMS, ils reçoivent un code. Avec ce code, ils vont au distributeur de monnaie et récupèrent directement leur retraite ou leur salaire. Donc c'est une activité qui a un très fort impact social et qui est très, très important pour développer la vie globale. Donc ça, elle m'a contacté en amont. Maintenant, elle se lance. Et elle a des difficultés dans tous les sens. Elle a un profil de fac de droit magistrat, elle n'est pas allée au bout de ces études-là, elle est assez peu compétente en matière de finance, elle est peu compétente en commercial, vous allez me dire en quoi elle est compétente, elle a eu l'idée, elle a le projet, et puis elle a surtout une volonté dingue de développer ce projet, et son projet a déjà fait l'objet de nombreuses récompenses et prix d'ailleurs, tant dans son pays qu'en Europe et qu'en France, récemment encore. Donc elle est dans une situation où elle a l'impression que, je l'ai eu en visio, c'était en début de semaine, je suis fatigué, j'y arriverai pas, parce que j'ai tel obstacle, les brevets, les certifications, il faut que j'embauche un commercial, enfin voilà, tout ce qui est la vie du démarrage d'une entreprise. Alors ça m'amène à évoquer un point très important, merci de la question. Je ne peux rien faire à sa place et je ne décide rien à sa place. Ce n'est pas mon rôle et je ne peux rien faire de ce côté-là. Et je ne peux pas trop l'appuyer non plus dans par exemple, les parties que je pourrais connaître de business plan ou autre, parce que le Gabon n'est pas la France et que je ne connais pas le marché gabonais. En revanche, de par mon expérience, je peux lui donner des bonnes directions, des bonnes idées, les bonnes compétences à chercher, les bonnes cibles à prospecter en termes de qualification, des méthodes, une sorte de mise en confiance pour continuer dans tous les cas et aller au bout de son projet. Parfois, elle me demande, elle doit faire une interview à la télévision, elle me demande si on peut répéter le jour d'avance, ce que je fais bien volontiers. Voilà, donc ça couvre plein de situations. Et tout dépend à quel moment une personne contacte un mentor. Et je peux vous dire qu'avec cette personne, qui s'appelle Ariane Akere, on est parti pour plus d'1 an sans doute d'accompagnement, qui est bénévole dans ce cas-là, parce qu'il est dans le cadre de cette organisation Women in Africa. Alors, deux éléments de réponse. Dans les 5 dernières années de ma carrière, j'avais des équipes qui étaient volontairement très mélangées hommes-femmes. Pas l'obsession de la parité, mais le constat que le métissage entre hommes-femmes est toujours une valeur ajoutée extrêmement importante dans une équipe, en termes d'ambiance, en termes d'efficacité, en termes de compétences, en termes d'avenir, en termes de promotion, enfin, de tous les points de vue. Alors que la finance est un monde très très masculin encore, voire assez macho, notamment dans les équipes de direction. Et parfois on me dit, mais vous êtes un homme, comment pouvez-vous mentorer les femmes? Et je dis assez trivialement, j'ai été dirigeant dans ce monde-là, dans un monde assez masculin, et je connais le comportement des hommes dans des organes de direction, dans des comités exécutifs, des comités de direction. Et donc je peux savoir quels sont les points sur lesquels il y a des points d'attention et des points qu'il faut corriger. Et il se trouve que dans les collègues ou les collaboratrices que j'avais, plusieurs sont venus me trouver en me disant « j'aimerais bien postuler à tel job, j'aimerais bien faire telle évolution professionnelle, mais je n'ai pas les bonnes formations, je ne suis pas assez capé,
je n'y arriverai pas, on prendra toujours un homme, etc. Et en fait, elles avaient assez peu conscience de leur vrai potentiel, elles le sous-estimaient massivement, alors que certaines avaient un très très fort potentiel, et jamais il n'avait été révélé. Donc elles avaient l'ambition, elles avaient une bonne image d'elles, pas suffisamment de confiance en elles pour y aller, et surtout une sous-estimation, une sorte de plafond de verre de son propre potentiel. Alors je ne veux pas généraliser, ce n'est pas le cas de toutes les femmes, mais je l'ai plusieurs fois rencontré chez des femmes. J'ai un exemple à vous donner. Je propose un jour un poste de directeur marketing à une femme qui faisait tout autre chose dans mon activité, et après réflexion de quelques jours, elle a décliné la proposition parce qu'elle considérait qu'elle n'avait pas coché toutes les compétences nécessaires. Donc il fallait faire d'abord toutes les formations avant de prendre le poste. Comme elle a décliné, j'ai proposé à un homme qui n'avait pas plus les compétences, qui étaient à peu près du même style. Le lendemain, il m'a dit OK. Et plus tard, elle est revenue me trouver en me disant j'ai eu tort de refuser parce que finalement j'aurais pu. Je lui ai dit oui, bien sûr, mais il y aura d'autres opportunités. Alors ça, c'est un exemple qui est assez parlant de mon point de vue dans ce que j'ai pu vivre parce que l'homme, il se dit si mon patron me le propose, bon, je vais me débrouiller, ça marchera, on verra bien, et puis si ça ne marche pas, on verra bien aussi, etc. Il y a une sorte d'inconscience masculine qui fait qu'on prend le risque. Vous savez, c'est la formule, lorsque la vie repose sur un perpétuel pari, le risque peut être un perpétuel bonheur. C'est un écrivain qui a dit ça. C'est plutôt masculin. Et la femme, elle avait en tête de se dire, et souvent les femmes que j'ai eues dans mes équipes voulaient vraiment être presque parfaites dans tout leur type de compétences. Si je ne peux pas être bonne ou parfaite, je vais décevoir, je vais me faire critiquer, je vais être mal apprécié, etc., etc. Bon, je ne généralise pas parce qu'évidemment il y a tous les cas, mais quand même je l'ai assez fréquemment vécu. Donc 2 ans avant de partir, j'ai fait des différentes formations, dont une à Genève, dans un institut de formation dédié à ce domaine, et j'ai commencé à me dire voilà, je vais préparer l'après. J'ai arrêté ma première activité professionnelle en 2018, de préparer l'après en faisant ça et en développant cette activité qui est aussi enrichissante pour moi-même et que j'espère pour celles que j'accompagne. Je me pose juste la question, du coup, vous avez monté votre activité du coup, en dehors de l'entreprise. Est-ce que vous savez si cette activité-là, de mentoring, elle est diffusée au sein même des entreprises? Parce qu'au final, moi je viens d'un gros groupe alimentaire, et je me dis, mais combien de fois en fait ça aurait été judicieux d'être mentoré pour pouvoir se développer, prendre confiance en soi et se dire ok, ce poste-là, il va avoir toutes les capacités. Et au final, c'est un même de l'entreprise, au niveau de la direction des RH, j'en sais rien, un système de parrainage, voire même plus de mentoring. Moi, je trouve que ce serait. Ça peut être un... Oui, vous avez raison. Alors en France, le mentoring est encore assez peu connu. Il est présent dans pas mal de grands groupes, visiblement pas le vôtre. Mais dans pas mal de grands groupes, alors ça s'appelle tutorat, ça s'appelle sponsor, ça s'appelle mentorat, mais il sait déjà, quelques groupes l'ont développé et d'autres vont le faire, et donc c'est fait par des pairs, et ce qu'il faut absolument éviter, c'est qu'il y ait un lien hiérarchique entre le mentor et le mentoré, parce que sinon, alors là, ça foire complètement le positionnement, mais ça existe. Parce que des sponsors, dans le cadre de gestion de projet, etc., qui sont là pour faciliter, ouais. En tout cas, moi j'en ai eu l'expérience, mais vraiment plus dans une optique de développer des humains d'un point de vue RH, franchement, je trouve ça chouette. Surtout que c'est très bon pour l'entreprise en plus. Ah bah oui, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde, parce que ça crée un engagement. Et en plus, ça coûte rien. Bien sûr, parce que les entreprises sont souvent dans un statut dans la case de formation, en fait. On va chercher des compétences, et on va dans la case formation, et on n'exploite pas du temps de capital, l'expérience interne. Et ça, c'est plutôt fait dans des entreprises qui ont un niveau culturel et pas forcément développement, mais dans des startups, on voit une culture d'entreprise qui est dans l'ouverture, en fait. Ouais. Donc, très s'enrichit des expériences des autres, il faut beaucoup de co-développement, du mentoring, des expéditions dans personnes qui envoient
que j'aurais certainement, peut-être que j'aurais pas les mêmes enfants, mais je serais allée beaucoup moins vite. Parce que ça va éviter des erreurs. Le bénéfice est différent. Une dernière question, parce qu'on fait que... Concrètement, je veux faire comment Alors il y a 4 grandes étapes. La première, c'est une rencontre pour comprendre quel est votre contexte, votre projet, ce que vous avez envie de faire, etc. Voir s'il y a un feeling, une empathie, parce qu'il n'y en a pas, il faut laisser tomber, hein, c'est que ça ira mal ou ça ira pas bien du tout. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a la fixation d'objectifs, deuxième étape. Qu'est-ce que vous voulez, quel est l'objectif que vous poursuivez? Ça peut être comment vous vous voyez dans 3 ans, quel type d'évolution professionnelle vous souhaitez, est-ce que c'est une reconversion, etc., etc. Troisième étape, ce sont les séances, qui durent entre 1 heure et 1h30, espacées en général de 15 jours, 1 mois, plutôt 1 mois, quand c'est en rythme de croisière. Ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an, parfois plus. Et enfin, le bilan. Ça, c'est la dernière étape à la fin, un bilan partagé. Qu'est-ce qui a progressé, qu'est-ce qui n'a pas progressé, où en est-on de... Voilà, pour résumer. Je crois qu'on va devoir s'arrêter, parce que le temps est compté. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis en bas, je ne sais plus où, au bout de l'allée.